c'est bon. Ah oui, c'est large. Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer, j'aimerais remercier Vadim et Lucas qui organisent le séminaire Maths pour tous et tous les autres séminaires pour tous à l'ENS et qui font vraiment un travail de fou pour que vous puissiez assister à tous ces exposés-là. Et ils m'ont beaucoup aidé pour la préparation de cet exposé notamment. Donc merci à eux. Une petite question pour commencer. Est-ce qu'il y en a dans la salle parmi vous qui ont déjà joué au jeu de Dobble? D'accord, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Dobble c'est un jeu de société, c'est un jeu de cartes. Et je vais en parler aujourd'hui parce qu'il a des propriétés assez intéressantes. Alors, c'est un jeu de 55 cartes. Sur chaque carte, il y a 8 symboles différents. Et en fait, la particularité de ce jeu de cartes, c'est que entre chaque paire de cartes, il y a toujours exactement un symbole. Donc là, on peut essayer de repérer quels sont les symboles en commun entre les cartes qu'on a ici. Par exemple, entre la carte en haut à gauche et la carte en haut à droite, est-ce que vous voyez quel est le symbole en commun? C'est l'éclair. Effectivement, entre la carte en haut à droite et la carte en bas à droite, c'est quoi ici? Entre en haut à droite et en bas à droite, c'est la fleur. Voilà, on ne la voit pas très bien là. Enfin bon, voilà. Et donc, en fait, la particularité, c'est qu'il y a toujours exactement un symbole sur ces cartes, en commun entre deux cartes. Donc, il y a différentes variantes de jeu. J'ai décidé de vous parler, par exemple, d'une variante qui s'appelle la tour infernale, où on commence par faire une pile de cartes au milieu de la table. Chaque personne prend une carte face cachée, et au top, tout le monde retourne sa carte et essaye de repérer le symbole en commun entre sa carte et la carte de la pile. Une fois que la personne a dit quel était le symbole en commun, elle peut prendre la carte de la pile et dévoiler une nouvelle carte. Et le but, c'est de récupérer le plus de cartes possible. Donc il y a plein d'autres façons de jouer avec ce jeu. Moi, la première fois que j'ai joué à ce jeu-là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'étonnant dans ce jeu. Si j'avais construit un jeu au hasard, ça aurait été assez improbable, a priori, que toutes les cartes portent à chaque fois exactement un symbole en commun. Donc, peut-être qu'il y a une façon facile de le faire, ou peut-être pas. Enfin, j'ai envie, en tant que mathématicien, d'écrire cette propriété, voilà, que vérifie le jeu. La propriété, je l'écris, deux cartes distinctes partagent toujours un symbole et un seul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette propriété? Ça veut dire que ça autorise certaines paires de cartes à être dans le jeu, mais ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais observer dans notre jeu de cartes. Donc, par exemple, est-ce qu'on pourrait avoir un jeu de cartes qui comporterait ces deux cartes-là? Il y a combien de symboles en commun entre ces deux cartes? Il y en a un. Donc, a priori, tout va bien. Est-ce qu'on pourrait avoir ces deux cartes-là dans notre jeu? Non. Pourquoi? Il n'y a aucun symbole en commun. Est-ce qu'on pourrait avoir ces deux cartes-là dans notre jeu? Non plus, parce qu'il y a deux symboles. Donc, cette propriété-là exclut un certain nombre de choses. Alors, on se dit, quand même, c'est curieux. Comment ils ont fait pour réussir à faire un jeu comme ça? C'est exactement ce qu'on va essayer de faire. Donc, on va tenter de construire un jeu de Dobble à partir de 0, en sachant juste qu'on veut absolument cette propriété qu'on a écrite. Et on va se demander quel symbole on dessine sur quelle carte. On se donne un petit paquet de cartes, et on se dit quel symbole on dessine. Alors, par exemple, on peut essayer de commencer petit. On va prendre des cas particuliers, et ensuite essayer de généraliser, comme on fait en mathématiques. Donc, essayons de construire un jeu à deux cartes. Qu'est-ce que je peux mettre sur mes deux cartes?
un même symbole, simplement. Voilà. Ça, jusque-là, c'était facile. Un jeu à 3 cartes. Alors, deux symboles sur chaque carte. Ouais. D'accord. Comment est-ce que je fais ça? J'en mets 2 sur chaque carte, effectivement. Et donc, c'est possible de voir qu'on peut faire ça de cette façon-là. Une autre façon, vous y avez peut-être pensé, mais ça aurait été de mettre à chaque fois le même symbole sur mes 3 cartes. Mais enfin bon, on voit bien qu'un jeu avec des cartes qui portent toutes un seul symbole, c'est pas très intéressant d'un point de vue ludique. Oui. L'intersection de 3 cartes, peut ne pas être lue dans le jeu. A priori, oui, puisqu'il y a il y a plusieurs cartes qui portent, par exemple, le même symbole. En fait, il y a, dans le vrai jeu, il y a 7 ou 8 cartes qui portent à chaque fois un symbole donné. Donc, on peut voir que ce qu'on a fait là, c'est en fait rajouter cette carte-là. Et sur cette carte-là, on a mis 2 nouveaux symboles. Le premier symbole, on l'a aussi mis sur la première carte, et le deuxième symbole, on l'a mis sur la deuxième carte. Donc, si on veut faire un jeu à 4 cartes, là on se dit tout de suite, ça va être un peu plus compliqué. À moins qu'il y en ait parmi vous qui aient des idées. Donc, on peut éventuellement voir ce qu'on vient de faire là, et se dire, ben en fait, je rajoute une nouvelle carte, une 4e carte ici, avec des nouveaux symboles, et je mets chacun de ces 3 nouveaux symboles sur l'une des cartes qui sont déjà présentes. Ça me donne ce jeu-là. Ce jeu-là, on voit que, bon, effectivement, ça marche. Si je veux faire un jeu à 5 cartes, je peux reprendre mon jeu à 4 cartes, réessayer de rajouter une carte, encore une fois, avec que des nouveaux symboles, et la relier à toutes les autres. Bon, là je vois que je commence à avoir déjà pas mal de symboles sur mes cartes. À votre avis, si je veux continuer à rajouter mes cartes une par une comme ça, pour aller jusqu'à 55 cartes comme double, combien je vais avoir de symboles par carte à la fin? 54, exactement. À chaque fois, je rajoute un symbole. Et donc bon, cette technique-là, je vois que j'arrive à faire des jeux de taille arbitraire, mais ce n'est pas la bonne technique pour aller jusqu'au bout de la construction. Donc, aussi, on a vu, j'ai mentionné tout à l'heure que si j'avais voulu, j'aurais pu mettre que les mêmes symboles sur toutes les cartes. En fait, on va mettre un peu plus de contraintes sur le jeu pour qu'il soit vraiment sympa à jouer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le jeu soit intéressant à jouer? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il n'y ait déjà pas toujours le même symbole en commun, évidemment. Et puis, j'aimerais bien avoir beaucoup de cartes. Là, j'ai fait d'un petit jeu à 3 cartes, un petit jeu à 4 cartes. Mais si j'essaye de jouer avec mes copains avec un jeu à 4 cartes, on va vite s'ennuyer. Et par ailleurs, si je fais un jeu à 55 cartes, mais qu'il y a 54 symboles sur chaque carte, ça va pas être très drôle non plus. Voilà. Donc on aimerait bien pas avoir trop de symboles par carte. Et aussi, dans Double, il y a exactement 8 symboles par carte. C'est pas un hasard. C'est vraiment fait exprès et on va essayer d'atteindre ce but-là, d'avoir autant de symboles sur chaque carte. On fera ça dans un deuxième temps, une fois qu'on aura compris comment faire des jeux qui sont déjà un peu mieux que ce qu'on a fait pour l'instant. Donc voilà,
Dobble, c'est vraiment un jeu qui a beaucoup de cartes et qui n'a pas beaucoup de symboles par carte. Ce qui est assez surprenant. Et on peut se demander comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir à faire ça. En fait, ils ont adopté un point de vue dans la construction du jeu qui est différent du nôtre. Pour l'instant, là, on se concentre sur chaque carte et chaque symbole. On dit, dans la construction qu'on a faite tout à l'heure, on a dit « je rajoute une carte, je rajoute des symboles, et à chaque fois que je veux rajouter une seule carte, ça m'oblige à rajouter énormément de symboles. » Ça veut dire que c'est un point de vue qui n'est pas adapté pour la construction de ce jeu. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir un point de vue beaucoup plus global sur la construction. Un point de vue global, ça peut être par exemple un point de vue mathématique qui considère la structure du jeu de façon abstraite. Donc au lieu de considérer notre jeu dans le monde réel comme on le fait depuis tout à l'heure, on va essayer de passer dans un monde abstrait dans lequel, à notre propriété sur les cartes et les symboles, on va essayer de faire correspondre une propriété abstraite qui sera plus facile à étudier. Dans ce monde abstrait, on va voir que notre propriété abstraite, on va réussir à l'avoir sur certaines constructions qui vont en fait avoir été construites à base de géométrie. Et à partir de là, ces choses-là, on va réussir à les faire repasser dans le monde réel et à obtenir notre jeu de Dobble. Vous êtes prêts? C'est parti. Comment la première question, c'est quel cadre abstrait est-ce qu'on veut? Pour ça, on peut s'inspirer de l'historique de Dobble. En fait, en 1976, Jacques Cottereau, qui est une personne qui s'intéressait aux mathématiques, a inventé le jeu des insectes, dans lequel il faisait des petites cartes avec des dessins d'insectes dessus. Et entre chaque paire de cartes, il y avait toujours un insecte pareil. Donc en fait, c'est l'ancêtre du jeu de Dobble. Comment est-ce qu'il avait réussi à faire ça? Il avait utilisé ce qui en mathématiques s'appelle la géométrie projective. Alors, projective, je vais un peu passer sous le tapis. Je vais surtout vous parler de géométrie et voir en quoi notre problème peut en fait se réduire à un problème de géométrie. Donc, la géométrie. En géométrie, qu'est-ce qu'on étudie comme objet? Des cercles, des triangles, des carrés, des droites, des plans. Et l'objet le plus simple en géométrie, le point. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler uniquement de droites et de points. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des droites et des points? En fait, on peut faire pas mal de choses. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de considérer que, plutôt que de parler de cartes et de symboles, on va parler de points et de droites. Alors, on a une propriété sur nos cartes et nos symboles. On va essayer de la traduire en termes géométriques. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre là sur les pointillés? On met point d'un côté et droite de l'autre, ou l'inverse? Dites-moi, quelqu'un? À deux droites correspond un et un seul point. Ça, c'est vrai pour quel type de droite? Seulement les droites séquentes. Voilà, en effet. On peut essayer l'inverse. À deux points correspond une et une seule droite. Ça, c'est vrai, il suffit de tracer la droite entre les deux points. Et on n'a pas besoin de propriétés spéciales sur les points, tant qu'ils sont distincts l'un de l'autre. Donc, c'est plutôt ce qu'on va faire ici. On va dire que par deux points distincts passe toujours une droite et une seule. Ça fait correspondre quel terme à quel terme? Ça fait correspondre point à carte et droite à symbole. Donc, c'est vraiment ce qu'on va faire ici. On va dire, plutôt que de parler de carte, je vais parler de points. Plutôt que de parler de symbole, je vais parler de droite. Et alors, au lieu d'une carte qui contient des symboles, ce sera un point par lequel passe un certain nombre de droites.
Donc par exemple, on va pouvoir construire un jeu comme ça, en prenant 4 points dans un plan. Si on prend 4 points, et qu'on trace toutes les droites qui passent par ces points. Je trace la droite d'en bas, je l'appelle esperluette. Du coup maintenant, sur les cartes qui correspondent à mes points, je mets le symbole esperluette. Je fais la même chose pour les droites suivantes. Et donc là, on voit que entre deux cartes, il y aura cette droite, et donc il y aura un symbole, et un seul. Donc qu'est-ce qu'on a fait là pour l'instant? On a dit, je peux faire une construction géométrique et y associer un jeu. J'ai une propriété en géométrie que j'appelle P', qui est que par deux points distincts passe toujours une droite et une seule. Et c'est vraiment cette propriété-là qui, fondamentalement, me donne, en traduisant en termes de cartes et de symboles, le fait que sur deux cartes distinctes, il y ait toujours un symbole commun. Donc en fait, c'est vraiment une traduction. J'ai juste changé les mots là. Ce qui veut dire que, bon, peut-être que P', ça vous semble trivial pour l'instant. Ça vous semble, bon, il le dit, effectivement, ça je le savais depuis longtemps. On va voir qu'il y a des cas où on a vraiment besoin de l'écrire. D'ailleurs, qui est-ce qui a commencé à vraiment formaliser cet énoncé P'? Dans l'Antiquité, on ne parlait pas trop, quand on faisait des maths, on faisait un peu des maths à la louche. On disait, ça c'est vrai, j'en déduis ça, j'en déduis ça. À partir d'un moment, les mathématiciens ou les ancêtres des mathématiciens plutôt, se sont rendus compte qu'il fallait bien partir de quelque part. Et donc, affirmer qu'on supposait des choses et dire ça, je postule que c'est vrai, et j'en déduis certaines choses. Est-ce que vous savez qui a postulé un énoncé qui ressemblait à ça? Oui, Euclide, exactement. Euclide d'Alexandrie, qui a vécu vers 300 avant notre ère, dont le seul ouvrage d'Euclide qui nous est parvenu, c'est les éléments. Dans les éléments, il fait un certain nombre de choses. Il fait de la géométrie, il fait de l'arithmétique. En géométrie, avant toute chose, il commence par faire des postulats. Il commence par dire « je suppose, admis de tous, que entre deux points, je peux tracer une droite et une seule. Je pose que un segment, je peux l'étendre en une ligne infinie, etc. » Donc la géométrie d'Euclide, c'est en fait celle que vous avez fait pendant tout votre collège et tout votre lycée. Du moins si on parle de géométrie dans le plan. Euclide a aussi fait de l'arithmétique, et c'est après lui qu'est nommé l'algorithme d'Euclide, qui permet de calculer le PGCD de deux nombres entiers. Mais donc, il a bien fallu l'écrire à un moment, cette propriété, et c'est important. Donc reprenons ce qu'on était en train de faire. On est en train de vouloir construire un jeu de double. Comment est-ce qu'on fait ça? On passe par la géométrie. On a vu tout à l'heure qu'à un ensemble de points, je pouvais associer un jeu de double. Ce que je vais vouloir faire, c'est choisir à partir de quel point je construis ce jeu. Je vais choisir le nombre de points que je veux mettre dans mon ensemble, et je veux choisir comment je les dispose les uns par rapport aux autres. Parce qu'a priori, ça peut influencer sur le jeu que j'obtiens à la fin. En fait, on va se rendre compte un petit peu plus tard que pour obtenir de bons jeux, la géométrie que fait Euclide, elle n'est pas suffisante. Donc ce qu'on fera, à un moment, c'est qu'on changera de géométrie,
et qu'on introduira ce qui s'appelle la géométrie finie, j'en reparlerai plus tard, qui nous permettra de construire des jeux un peu mieux que dans la géométrie euclidienne. Seulement attention, en géométrie euclidienne, P', c'est Euclide qui me l'a appris. Je sais que cet énoncé est vrai, parce que c'est un postulat de la géométrie euclidienne. Dans ma nouvelle géométrie, que j'aurai construite à la main, a priori, je n'aurai plus P'. Donc il faudra faire un effort pour vérifier qu'on a encore cette propriété, que par 2 points passe toujours une et une seule droite. Donc commençons par faire les choses en géométrie euclidienne. Alors, le jeu obtenu dépend du nombre de points. Comment est-ce qu'il dépend du nombre de points? Simplement, le nombre de points, ce sera le nombre de cartes. Et il va aussi dépendre de leur disposition, selon quels points sont alignés ou ne le sont pas. Par exemple, si je prends 3 points non alignés, alors j'obtiens un jeu. Est-ce que vous voyez quel jeu j'obtiens? Est-ce que c'est familier? En fait, j'obtiens le même jeu que tout à l'heure. Vous voyez pourquoi? Sur cette droite-là, on a ce point-là et ce point-là. Et donc, on a ce symbole sur ces 2 cartes. Et de même horizontalement, et de même pour le symbole dièse. On peut prendre un autre ensemble de points. Par exemple, on peut prendre 4 points dont 3 sont alignés sur une droite d'en bas. Combien est-ce qu'il y a de cartes qui contiennent le symbole esperluette maintenant? 3. Combien il y a de cartes qui contiennent le crochet? 2. Effectivement. Et là, on voit que c'est un jeu qui n'est pas tout à fait symétrique, au sens où il y a certaines cartes qui contiennent plus de symboles que d'autres. Donc on voit déjà que ça commence à être un petit peu inquiétant. On s'est dit tout à l'heure, j'aimerais bien, idéalement, que mes cartes contiennent toutes le même nombre de symboles. Là, on voit que ce n'est pas le cas, il faudra s'en méfier. Bon, là, on a mis 4 points, on a pris 3 points, on a pris 4 points. Qu'est-ce que je peux faire si je veux un jeu à n cartes, par exemple? Je peux prendre 3 points, et puis je peux en rajouter un 4e qui serait, par exemple, pas aligné avec les autres. Je prends n points au hasard, comme ça. De façon générale, on peut supposer qu'aucun sont alignés, et on obtient une figure un peu comme ça. Alors là, à votre avis, il y a beaucoup de droites ou il n'y a pas beaucoup de droites? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de droites qui passent par chaque point aussi. Oui, mais seulement attention. Le nombre de droites qui passent par chaque point, c'est le nombre de symboles présents sur cette carte-là. Ça veut dire que si on a n cartes, c'est-à-dire n points, et qui sont tous non alignés, alors ils sont tous reliés aux autres par n-1 droite. Et donc il y a n-1 symbole sur chaque carte. En fait, ce qu'on fait depuis tout à l'heure là, à l'instant là, c'est la même chose qu'on a fait plus tôt en parlant juste de cartes et de symboles. Donc c'est toujours pas très impressionnant. Mais donc, ça veut dire que cette stratégie-là, elle ne marche pas très bien. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir aligner des points. Si les points sont tous non alignés, ça ne marche pas. Bon, je vous rappelle qu'on veut beaucoup de cartes et pas beaucoup de symboles par carte. Et idéalement, le même nombre de symboles sur toutes les cartes. Comme le nombre de points sur une droite, c'est le nombre d'apparitions d'un symbole, on va vouloir mettre plus de points sur les mêmes droites, c'est-à-dire faire apparaître chaque symbole plusieurs fois. C'était par rapport à la question du monsieur tout à l'heure. Et donc, effectivement, chaque symbole va apparaître plus de 2 fois. Parce qu'on vient de voir à l'instant que si chaque symbole apparaît seulement 2 fois,
c'est raté. On a beaucoup de symboles sur toutes les cartes. Donc, une façon de faire apparaître chaque symbole plusieurs fois, c'est d'avoir un seul symbole et d'aligner tous les points. Là, est-ce que je suis content de ce jeu-là? Non? Pourquoi? Parce que c'est toujours le même symbole. Du coup, il faut qu'il y ait au moins un point non aligné. Alors, à votre avis, est-ce qu'un jeu comme ça va être satisfaisant? C'est bof. Il y aura trop de symboles en haut, effectivement. On va avoir besoin d'une carte plus grosse que les autres. Maintenant, on pourrait tenter d'avoir des jeux, de prendre des points de façon plus équilibrée, par exemple sur une grille. Alors là, est-ce que vous voyez combien il y a de symboles sur la carte du milieu? 4. 4. Combien il y a de symboles en bas à gauche? 5. Tout le reste, c'est 5? Non. Combien il y a de symboles sur le côté? Effectivement, il y en a 6. Et oui, voilà. Sur chaque milieu de côté du carré, il y a 6 symboles. Donc on voit que, encore une fois, on va avoir une répartition de symboles qui n'est pas équilibrée. Donc en fait, en vérité, on pourrait essayer de faire des trucs plus grands, plus tarabiscotés, etc. En pratique, on aura toujours un problème. C'est-à-dire, soit on n'aura pas assez de cartes, soit on aura trop de symboles par carte, soit la répartition des symboles sera inégale. Ça veut dire que la géométrie, c'est pas mal. On a quand même fait des jeux qui étaient mieux que ce qu'on avait fait à la main. Mais la géométrie euclidienne ne permet pas de construire le jeu de double tel qu'on le connaît, tel qu'on peut l'acheter dans les magasins. En fait, on peut voir le problème sur la grille comme le fait que certaines droites sortent trop vite. Si on veut continuer à travailler avec la grille, il y a certaines droites qui contiennent 3 points, mais il y en a aussi qui contiennent que 2 points. Par exemple, la droite verte ici passe par ce point-ci, par ce point-là, et puis elle sort. Et c'est fini. Donc en fait, j'aimerais bien une géométrie dans laquelle toutes les droites contiennent exactement 3 points. Alors, les droites, je peux voir ça comme des ensembles de quoi? De points. Donc, ce que je vais faire une astuce, c'est que je vais changer quels ensembles de points j'appelle droites. Je ne vais plus dire que les droites, c'est les ensembles de points qui, en géométrie euclidienne, sont considérés comme alignés. Je vais donner une nouvelle définition. Attention, ma nouvelle définition, si je change ce que j'appelle une droite, Euclide, il dit « Oh là là, qu'est-ce que tu me racontes là? Je sais plus, je peux plus rien dire par rapport à ta géométrie. » Ça veut dire qu'il faudra que je vérifie que en prenant 2 points, j'ai toujours exactement une droite qui passe par ces 2 points. Donc, cette correspondance des propriétés, ça veut dire qu'il faudra que j'assure que j'ai toujours P'. Donc maintenant, c'est le point 2. C'est le moment où on change de géométrie. Qu'est-ce que je vais définir comme une droite? Ce que je vais faire, c'est que je vais considérer que là, le carré, c'est comme un écran de jeux vidéo, d'arcade, où quand je sors à droite, je réapparais à gauche. Et où quand je sors en haut, je réapparais en bas.
Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que si mes droites... Alors, une droite, habituellement, c'est un ensemble de points qui sont alignés. Donc, par exemple, pour tracer une droite, je peux partir de ce point-là, aller en haut en diagonale, et habituellement, j'aurai tous les points qui sont alignés avec ces deux points-là. C'est-à-dire que habituellement, je continue à aller en haut en diagonale, puis en haut en diagonale, puis etc. Qu'est-ce que ça me donne si je fais ça ici? Quel est le point suivant de la construction? En haut à gauche, effectivement. Et si je continue encore à tracer ma droite, où est-ce que j'atterris? En bas au milieu. En fait, là, j'arrive ici. Et ici, c'est juste au-dessus du milieu. Donc, une façon de formaliser ça, c'est de dire que je fais un pas à droite, puis un pas en haut, puis un pas à droite et je traverse le mur, puis un pas en haut, puis un pas à droite ici, et un pas en haut, et je traverse, et je ratterris à mon point de départ. Donc, en fait, cette nouvelle droite, elle contient exactement 3 points. C'est quand même bon signe. Attention, ce que j'appelle droite à partir de maintenant, c'est seulement l'ensemble des points sur lesquels je me suis arrêté. C'est l'ensemble des points que j'ai coloriés en bleu quand j'ai fait cette construction. J'oublie dans quel ordre je suis passé et j'oublie quel trajet j'ai vraiment effectué. Je prends juste l'image finale. Donc, qu'est-ce qu'on peut construire comme droite avec cette construction? En fait, on peut construire les droites à 3 points qu'on avait déjà. Par exemple, pour tracer une droite horizontale, on peut dire je pars du point en bas à gauche et je fais un pas à droite de façon répétée. Un pas à droite, j'atterris au milieu, un pas à droite, j'atterris à droite, et un pas à droite, je reviens là où j'étais au début. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut tracer les droites verticales, par exemple. Quelle instruction donne les droites verticales? Un pas en haut. Si je fais un pas en haut de façon répétée, j'obtiens une droite verticale. Là, je suis parti d'en bas à gauche. J'aurais pu partir de au milieu à gauche. Ça m'aurait donné la même droite. Si j'étais parti de en bas au milieu, ça m'aurait donné une droite différente. Je peux aussi faire un pas à droite et un pas en haut, en partant de différents points, puis, ou alors un pas à gauche et un pas en haut, etc. Donc, j'ai réussi à tracer un certain nombre de droites différentes. Donc, c'est maintenant ce que j'appelle des droites, c'est ça. C'est des ensembles de points qui contiennent toujours 3 points. Et je considère vraiment uniquement les ensembles. C'est-à-dire, je ne me soucie pas des déplacements effectués. Est-ce que, avec la définition de droite que j'ai donnée, il y a d'autres ensembles que ceux-ci que j'ai le droit d'appeler des droites? Non? Alors, je vois des gens qui font non de la tête. On pourrait se dire, mais pour l'instant, je n'ai pas regardé ce que ça faisait de faire 2 pas à droite, par exemple. Si je fais 2 pas à droite et un pas en haut, par exemple, je pars d'en bas à gauche et je fais 2 pas à droite et un pas en haut. Là, j'ai un deuxième point. Où sera le troisième point? Là, je fais 2 pas à droite. Un premier pas à droite me ramène ici. Un deuxième pas à droite m'amène ici. Puis un pas en haut. J'atterris en haut au milieu. Où est-ce que j'atterris ensuite? Premier pas. Deuxième pas, j'arrive ici. Troisième pas, j'arrive ici. J'arrive en bas à gauche. Mais en fait, cette droite-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on l'avait déjà. C'est pas surprenant. Pourquoi c'est pas surprenant? Parce que, en fait, faire 2 pas à droite puis un pas en haut, c'est la même chose
que de faire un pas à gauche puis un pas en haut, dans le sens où l'ensemble des points sur lesquels je m'arrête reste le même. Comme j'ai le même ensemble de points que je parcours, ça veut dire que c'est la même droite. Bon, maintenant, on a défini ce que c'est qu'une nouvelle géométrie. On a défini la géométrie finie. Maintenant, il y a Euclide qui est en train de râler dans un coin de la salle, qui est en train de dire oui, mais P' est pas vrai là. Ou P' est peut-être pas vrai. Bon, on va s'assurer. On va s'en assurer, on va voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Alors comment je vérifie P'? P', c'est, par deux points distincts, passe toujours une droite et une seule. Bon, alors je prends deux points, et je regarde quelle droite passe par ces deux points. On voit que si j'essaye de faire ça à la main, ça va être un peu long. Donc, en vrai, on peut par exemple faire ça à l'ordinateur. Ça marche. Mais ça, c'est super bien, parce que ça veut dire qu'on a le droit d'appliquer notre correspondance entre le monde abstrait et le monde réel qu'on a vu depuis tout à l'heure. On avait vu que quand j'ai des points dans une géométrie qui vérifie P', j'ai le droit de prendre les cartes qui correspondent à ces points et de placer dessus les symboles qui correspondent aux droites, et j'obtiens un jeu de double qui est valide. Si je fais ça ici, j'obtiens un jeu avec 9 cartes, un total de 12 symboles, et 4 symboles sur chaque carte. Et ce que j'aime beaucoup sur l'image que vous avez sous les yeux, c'est qu'on voit apparaître les droites. Par exemple, en haut, là, les symboles euro sont tous sur la droite horizontale. Les symboles esperluette sont tous sur la droite verticale. Et si on prend par exemple les symboles chevron, il y a un chevron ici et un chevron là. Donc en fait, on a toutes les droites qui sont vraiment sur cette image. C'est quand même assez bon signe. Parce que quand on avait construit un jeu à la main, on avait réussi à obtenir un jeu de seulement 5 cartes pour que les cartes ne dépassent pas 4 symboles par carte. Quand on avait pris tout à l'heure la grille euclidienne, on avait pu obtenir un jeu de 9 cartes, mais avec un nombre variable de symboles par carte. Maintenant, quand on fait de la géométrie finie, on a un jeu de 9 cartes, mais toutes les cartes ont le même nombre de symboles, qui est petit. Qu'est-ce que ça veut dire petit? Enfin, bon, ça veut dire que c'est prometteur. J'ai envie d'avoir un jeu qui contient quand même un peu plus que 9 cartes, parce que 9 cartes, encore une fois, si je les distribue parmi mes amis, on va vite s'ennuyer. Donc, on essaye de faire la même chose avec une grille de côté 4. Alors, qu'est-ce que je peux tracer comme droite sur une grille 4 par 4 en gardant ma même définition? Je peux tracer les droites horizontales, par exemple, les verticales, différentes droites diagonales. Est-ce que vous avez une idée d'autre chose que je pourrais tracer? On a des jeux d'instructions que tout à l'heure, on a vu tout à l'heure que faire 2 pas, ça servait à rien. Maintenant, c'est plus le cas. On peut faire, par exemple, 2 pas à droite. 2 pas à droite, ça va plus être équivalent à faire un pas à gauche. Quelle droite on obtient en faisant ça, en partant de ce point-là? Alors, déjà une question, où est-ce que j'atterris après mes premiers 2 pas? J'atterris au 3e point. Et après, j'atterris au premier. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer? En fait, cette droite-là, elle contient que 2 points.
attention, là vous avez sous les yeux un problème. Un problème qui va se présenter assez régulièrement en fait dans la suite. Est-ce que vous pensez que P' est vrai ici? Dans ce cas-là, non. Quels sont les deux points distincts par lesquels ne passe pas exactement une droite? Bon, c'est ces deux points-là. C'est les deux points de la droite de droite. Parce qu'ils sont aussi compris dans la droite de gauche, et que la droite de gauche n'est pas la même. Donc en fait, on a deux droites distinctes. Mais donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de construire le jeu de double qui correspond à cette grille-là. Tout simplement parce que la carte les deux cartes qui correspondraient à ces deux points-là auraient deux symboles en commun. Mais ça, c'est pas grave. Bon, tant pis, on abandonne la grille 4 par 4. Essayons la grille 5 par 5. Est-ce qu'il y a des chances que ça marche? Il y a des chances. Bon, on peut tracer les droites horizontales, les droites diagonales, les droites encore plus diagonales. Bon, qu'est-ce qui se passe si on refait la même chose que tout à l'heure? Là, ici, là, en faisant deux points horizontaux. Est-ce que j'aurai tous les points de la droite horizontale? Ouais. En effet, alors pour le voir, on peut voir que jusqu'ici, tout se passe bien. Et en fait, là, mon prochain saut, il va m'amener en quinconce. C'est-à-dire, il va m'amener entre les deux points précédents. Et finalement, après avoir fait deux tours complets, eh bien, j'obtiens la droite, de nouveau la droite horizontale complète. C'est-à-dire la même chose que si j'avais fait simplement un pas à droite à chaque fois. Attention! C'est pas parce qu'il n'y a pas de problème ici qu'il ne peut pas y avoir de problème ailleurs. Donc, il faut quand même vérifier P'. Alors, P', j'ai encore moins envie de le faire à la main que tout à l'heure. Je peux le faire à l'ordinateur, mais en fait, il y a une théorie mathématique qui correspond à ça, qui s'appelle l'arithmétique modulaire, qui permet de prouver formellement que sur chaque droite, pour toute paire de points distincts, il y aura toujours exactement une droite, ni plus ni moins, qui passe par ces deux points. Donc en fait, tout va bien. Et ça veut dire qu'on obtient un jeu de double. Encore plus grand que tout à l'heure, on a 25 cartes, on a 6 symboles par carte. Voilà. Et encore une fois, vous pouvez voir apparaître les droites qu'on a inventées depuis tout à l'heure. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette image-là. Bon, allez, 25 cartes, c'est pas mal, mais on va pas s'arrêter en si bon chemin. Je vous rappelle, double, on a 55. Essayons la grille 6 par 6. Ça va pas marcher. Ah, vous avez l'intuition que pair, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que... Alors, on refait la même chose que tout à l'heure. On essaye deux pas à droite. On a l'intuition que ce procédé-là nous permet d'éliminer certaines grilles. Donc effectivement, là, cette grille-là a le même problème que la grille 4 par 4. Et donc, hop, éliminé direct. La grille 7 par 7, ça va marcher? Alors, on réessaye la même chose, on voit qu'il se passe la même chose que pour la grille 5 par 5. C'est-à-dire qu'on fait du saut de mouton, puis on fait du saut de mouton en quinconce. Et donc tout se passe bien. Encore une fois, c'est pas parce qu'il n'y a pas ce problème-là qu'il n'y a pas un autre problème ailleurs. Donc, j'ai encore moins envie de le prouver à la main. Et en fait, l'arithmétique modulaire me dit que tout se passe bien. Et donc, on a bien P' et on obtient
un jeu de double. Combien de cartes dans ce jeu de double là? 49. Combien de symboles par carte? 8 symboles par carte. Alors, encore une fois, on voit apparaître les droites. Alors, c'est toujours un plaisir de voir apparaître ça. Donc, voyons un peu comment ça s'est passé depuis le début de cet exposé. Tout à l'heure, on voulait, si on avait pris 49 points non alignés en géométrie euclidienne, on aurait obtenu un nombre absolument horrible de symboles. Et 48 symboles par carte aurait été absolument injouable. Sur une grille euclidienne de taille 7 par 7, on aurait encore obtenu beaucoup de symboles. Ça n'aurait pas été très drôle. Maintenant, en géométrie finie, sur notre grille périodique, on a obtenu un jeu qui est équilibré, avec toujours 8 symboles par carte, et un nombre total de symboles qui est assez réduit également, seulement 56. Alors si on compare ça à Double, on voit qu'on n'est vraiment pas loin, on touche du doigt, c'est-à-dire qu'il nous manque quelques cartes. Double a 55 cartes, mais les mathématiciens aiment bien dire qu'en vrai, il y en a 57, parce que c'est facile d'en rajouter 2. C'est-à-dire que la construction mathématique qui est vraiment derrière Double permet d'avoir les 2 cartes supplémentaires. 57 symboles, c'est-à-dire seulement un de plus que nous, et le même nombre de symboles par carte. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est que Double a fait ce qui s'appelle de la géométrie périodique. La géométrie projective. La géométrie projective, c'est un bien grand mot. Il y a tout un domaine des maths qui s'intéresse à la géométrie projective. Il y avait un exposé l'année dernière de Cécile Gachet qui parlait de géométrie projective, dans lequel elle prouvait un théorème. Oui. D'ailleurs, Pascal est un des précurseurs de la géométrie projective. C'est possible, oui. Pascal. D'accord. Mais donc, alors, quel est le lien entre ceci et la géométrie projective? En fait, la géométrie projective, ça consiste à prendre un plan et à rajouter quelques points qui sont les points à l'horizon. On rajoute la droite de l'horizon et on rajoute dessus les points où se coupent les droites parallèles. C'est-à-dire que, en fait, en géométrie projective, on a vraiment cette propriété qu'on a évoquée tout à l'heure, qui serait que 2 droites se coupent toujours en un seul point. C'est-à-dire que même les droites parallèles se coupent en géométrie projective, puisqu'elles se coupent à l'infini. Et donc ça permet de rajouter les quelques cartes qui nous manquent, mais je ne vais pas entrer dans les détails là-dessus. Bon, si j'ai beaucoup d'amis, j'ai envie d'avoir des jeux de cartes encore plus grands, peut-être. Est-ce que sur une grille 8 par 8, ça pourrait marcher? Est-ce que sur une grille 9 par 9, ça pourrait marcher? Alors, j'entends des oui, j'entends des non. En fait, de façon générale, je suis en train de me demander quelle est vraiment la condition sur la taille de ma grille pour que ça marche et pour que j'ai le droit de construire un jeu de double à partir de ça. Oui? Alors, ça doit être une grille de taille impaire. J'entends que ça doit être un nombre premier. On va le voir. Pour l'instant, on a des nombres pour lesquels prendre une grille de cette taille-là fonctionne. On a des nombres pour lesquels ça ne fonctionne pas. On a des nombres pour lesquels on ne sait pas encore. Donc, on va comprendre comment fonctionnent les cas qu'on a fait depuis tout à l'heure, et on va généraliser. Je vois que vous avez déjà un peu l'habitude de faire ça, puisque déjà, en ayant vu seulement la grille de taille 4, vous avez pu généraliser à la grille de taille 6, puis ce que vous m'avez dit moralement, c'est ça. C'est-à-dire que
si jamais n est pair, ça ne va pas marcher. Pourquoi si jamais n est pair, ça ne va pas marcher? Eh bien, bon, je vais faire une preuve sur un dessin. Alors, les professeurs de mathématiques vont pas forcément être contents, mais qu'est-ce qui se passe si je fais 2 pas à droite, comme tout à l'heure? Eh bien, je vais faire 2 pas à droite, c'est-à-dire que là, je vais avoir un petit groupe de 2 points. Je vais de nouveau faire 2 pas à droite, je vais avoir ce point-là et son voisin, etc. Et comme n est pair, je vais avoir un nombre entier de petits groupes de 2 points. C'est-à-dire qu'à la fin, je vais aussi avoir un petit groupe de 2 points. Et donc, je vais avoir séparé ma ligne horizontale comme ça. Et la droite que j'aurai tracée, ce sera une droite incomplète. Seulement, je peux toujours tracer la droite complète. Et donc ça veut dire que P' n'est pas vrai sur ma grille de taille paire. Donc, bien joué. On a prouvé que pour n pair, on n'avait pas P'. Est-ce que ça veut dire que pour n impair, on a forcément P'? Non, on ne l'a pas prouvé, effectivement. Donc on peut essayer de le prouver. Bonne chance. Donc pour l'instant, voilà, on a éliminé 8, on a éliminé 10, 12, 14, etc. Il reste les nombres impairs à partir de 9. Alors essayons 9. J'entends 9, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? 3 fois 3, 9. Et ça veut dire que quelle droite on va pouvoir tracer qui ne contient pas assez de points? La droite qui fait des sauts de 3, en effet. Les sauts de 2, on a vu que ça ne posait pas de problème. Mais les sauts de 3, si on fait 3 sauts de 3 unités, on revient au point de départ. Ça veut dire que la grille de taille 9 est éliminée et ne vérifie pas P'. Cet argument-là, il peut être généralisé. Pour tous les multiples de 3, si jamais on fait des sauts de 3 éléments, alors encore une fois, comme pour le cas où on faisait des sauts de 2 éléments, on va éliminer notre grille. Ça veut dire notamment que 15 on n'a pas non plus le droit d'utiliser une grille de taille 15. Enfin bon, il faut vraiment avoir beaucoup d'amis pour utiliser une grille de taille 15. Maintenant, quelles sont les grilles qui sont éliminées en faisant k pas à la fois? Si je prends une grille de taille n et que j'essaye d'appliquer, de faire la même procédure que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai fait k égale 2 pas. Ensuite, j'ai fait k égale 3 pas. Maintenant, si je fais k pas, quelles sont les grilles que j'élimine? Oui. Les grilles qui sont multiples par un autre truc, et par contre, si c'est 17, c'est divisé par 17 et 1. Si ils ont des multiples. Alors, si jamais j'ai une grille, de taille n avec n qui serait divisible par k, c'est-à-dire que je peux faire des petits groupes de k éléments dans ma ligne du bas. Si j'arrive à faire des petits groupes de k éléments, alors c'est raté et j'ai encore obtenu une ligne incomplète. Donc là, j'ai éliminé tous les nombres divisibles par k. Mais ça fait beaucoup de nombres, ça. Je peux faire ça pour tous les k supérieurs à 2. Est-ce que vous connaissez le nom de cette famille de nombres? Ces nombres qui sont divisibles par quelque chose de strictement plus petit qu'eux, strictement compris entre 1 et e. Alors, les nombres premiers, c'est les autres. Ça, c'est les non premiers. Les non premiers, ça s'appelle les composites. Et oui, ça avait un petit nom.
un nombre composite, c'est un nombre qui admet un diviseur entre 1 et lui-même. Un nombre qui n'est pas composite, c'est-à-dire qui n'admet aucun diviseur qui soit autre que 1 et lui-même, c'est un nombre premier. Donc par exemple, quel est le plus petit nombre composite? C'est 4. Pourquoi? Parce que 4 est divisible par 2, et que 2 est compris strictement entre 1 et 4. Ensuite, il y a 6, 8, 9, 10, 12, etc. Les nombres premiers? Non, il n'y a pas 1. Il n'y a pas 1 parce que j'ai dit n est strictement supérieur à 1. 2, 3, 5, 7, 11, pas 9, etc. Et donc, mon théorème, mon dernier théorème, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant que j'ai du vocabulaire, je peux exprimer mon théorème de façon beaucoup plus simple. Je peux juste dire, si jamais ma grille est de taille n fois n avec n un nombre composite, alors on n'a pas P'. Attention! On sait que pour les grilles de taille un nombre composite, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que pour les nombres premiers, ça marche. Il faut regarder plus en détail. En fait, ça marche. Pourquoi ça marche? Alors, ça s'appelle la réciproque. La réciproque d'un théorème est en général pas forcément équivalente à ce théorème-là. Ça, vous le savez. Par exemple, j'ai un théorème qui dit « s'il pleut, alors il y a des nuages ». Mais je n'ai pas de théorème qui dit « s'il y a des nuages, alors il pleut ». Donc, la réciproque, c'est quelque chose de non trivial. C'est quelque chose qu'il faut prouver. Et donc, la preuve là, je ne vais pas la faire. Désolé. Mais elle utilise ce qui s'appelle le théorème de Bézout. Et donc, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller vous renseigner en ligne ou auprès de vos professeurs sur ces questions-là. Mais donc là, maintenant, oui, par exemple, c'est un théorème qui est étudié en spé maths en terminale. Alors, maintenant, c'est super parce qu'on a vraiment classifié tous nos nombres. On sait à chaque fois, définitivement, si la grille de taille n par n vérifie P' ou ne vérifie pas P'. Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis tout à l'heure? Je résume un petit peu. On est quand même parti de vouloir construire un jeu de double. Pour construire un jeu de double, on s'est abstrait du problème. On a considéré quelque chose qu'on sait déjà faire, c'est-à-dire ici de la géométrie. Pardon. On a commencé par essayer de faire de la géométrie euclidienne, parce que c'est ce qu'on connaît. On a vu que c'était pas mal, mais c'était pas incroyable non plus. Puis on a introduit une nouvelle notion, une espèce de généralisation, si vous voulez, qui est encore plus abstraite, dans laquelle on a changé de droite, et ça nous a permis d'obtenir de meilleurs jeux, mais avec un prix. Le prix, c'est qu'il fallait vérifier des conditions supplémentaires. Enfin, on a réussi à obtenir une condition facile à exprimer pour dire si cette condition supplémentaire est vérifiée ou non. En dessin, ça donne quoi? Ça donne qu'on voulait avoir un jeu qui vérifie cette propriété P, que entre deux cartes, il y avait toujours un seul symbole. Dans le monde de la géométrie, on a exprimé ça comme entre deux points, on peut tracer une et une seule droite. On a construit un objet géométrique. Alors maintenant, vous comprenez ce que c'est cette image-là? C'est les droites sur un plan fini de taille 7. Et ça nous a permis d'obtenir un jeu de double. Voilà.
Merci beaucoup. Oui. On a été autour du jeu de Double, mais est-ce qu'on sait si le jeu de Double est résolu comme certains vidéos il est résolu, est-ce qu'il y a un algorithme qui fait qu'on peut gagner tous les coups au jeu de Double? Alors, la question, c'est est-ce que le jeu de double est résolu? C'est, j'imagine, une question qui a rapport avec la théorie des jeux. Oui. C'est-à-dire que on aimerait avoir une stratégie dans laquelle on gagne à tous les coups. Seulement, le jeu de double, c'est pas un jeu de stratégie, c'est un jeu d'observation. Donc, en fait, la théorie des jeux, ça ne s'applique pas ici. Si on avait un robot qui photographiait les cartes et qui essayait de trouver, bah, il nous battrait à tous les coups. Simplement parce qu'il est plus rapide que nous pour comparer des cartes, tant qu'il sait le faire. Mais ça, c'est un problème encore compliqué algorithmiquement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Pourquoi 55? Alors j'imagine que c'est une question de production. En fait, c'est, je pense, purement technique. Peut-être parce que c'est multiple de 5 ou j'en sais rien. Mais alors sinon, pourquoi 57? Si c'était la question, pourquoi ne pas faire un jeu à partir de la grille de taille 5 par exemple? Le jeu pour la grille de taille 5, on a vu qu'il contenait 25 cartes. En fait, il y a des versions de Double qui contiennent une trentaine de cartes, c'est-à-dire le plan projectif construit à partir de la grille de taille 5. C'est des jeux de Double en version facile en quelque sorte. Il y a différentes éditions du jeu. Mais je n'en connais pas qui soient construits à partir de plus grands et qui contiennent 12 symboles par carte, parce que ça commence à faire beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, merci. Merci de votre attention. Oui. Oui, une question, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit pertinente. Vous avez proposé une grille carrée. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres formes de grilles, triangulaires par exemple? Alors, on pourrait essayer. Vous voulez dire en géométrie euclidienne ou en géométrie non euclidienne? Enfin, de façon alors, en géométrie finie, il n'y a pas de façon évidente de définir ce que c'est que la géométrie finie, c'est-à-dire en fait la géométrie modulaire construite avec les modulos pour une grille qui ne serait pas carrée. Simplement parce que avec les modulos, on peut voir ça comme le produit de deux ensembles, des entiers modulo un certain nombre. Mais donc, a priori, une grille triangulaire, il n'y a pas de façon évidente de le définir. Oui. C'est bien la question, je sais que je suis très matérieux, mais je m'en désole. Ce que je voulais savoir, c'est que, en fait, est-ce qu'on aurait pu, pour démontrer ce que vous démontrez, s'axer sur la théorie des ensembles? S'axer. Alors, est-ce qu'on aurait pu, pour démontrer ce que j'ai démontré, ou ce que je n'ai pas démontré, puisque je n'ai pas démontré grand-chose, s'appuyer sur la théorie des ensembles? Mais en fait, je l'ai fait implicitement. Quand j'ai dit qu'une droite est un ensemble de points, c'est tout de même un point de vue extrêmement moderne. À l'époque d'Euclide, on disait qu'une droite, ce n'est pas un ensemble de points, surtout pas. Un point, on ne sait déjà pas vraiment bien ce que c'est. Une droite, à l'époque d'Euclide, c'est ce qui a une longueur et pas de largeur. En fait, la théorie des ensembles, c'est ce qu'on utilise maintenant de façon complètement implicite, mais c'est quelque chose qui dans l'histoire des mathématiques, n'a pas eu une longue existence encore. Donc en fait, j'ai utilisé la théorie des ensembles, juste cachée sous le tapis. Voilà, merci. Oui. Vous parlez de la grille carrée. Ouais. Pourquoi la mettre par exemple sur une multiplex?
sur une sphère. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est un tore. Voilà, c'est exactement un tore. Sur une sphère, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de pavage évident de la sphère. On peut en parler avec des histoires de courbures et de géométrie non euclidienne, mais c'est un terrain beaucoup plus vaste. Voilà. Merci.